Royal FM. Royal FM 88.4. Royal FM, ma radio. Mon esprit est libre. J'écoute chanter Royal FM, la radio des auditeurs. Ma radio, j'adore. J'adore. Le point littéraire et artistique. Le point littéraire et artistique. Une émission présentée par Jean-Jacques Foucault. Une émission présentée par Jean-Jacques Foucault. Messieurs, mesdames, bonsoir. Merci d'écouter la radio pour cette autre édition du Point littéraire et artistique. Au cours de la deuxième heure qui démarre lorsque les voyants afficheront 22 heures sur l'horloge numérique, nous irons alors à la rencontre d'un membre du comité d'organisation des Écrans Noirs qui va se tenir à Yaoundé dès le 13 juillet prochain. The Smiling Foundation nous accueille dans son espace de lecture, principalement dédié à la littérature anglo-saxonne. C'est bien à Yaoundé. Pour la première heure, l'auteur Valentin Ateba Habeng ira nous balader sur les terrains escarpés du football joué par les femmes. Thérapie d'un décollage définitif, c'est le titre de son dernier ouvrage qui colle fort heureusement avec l'actualité du moment, influencé par la CAN de football en Égypte et le mondial de football féminin en cours en France. Nous aurons au-delà des échanges en studio, des arrêts et des classiques littéraires que nous revisiterons. Bienvenue, messieurs et dames. Mardi, 21h-23h, le bouquet culturel. Parce que nous sommes à l'écoute de vos suggestions, désormais sur vos antennes. Le point littéraire et artistique, c'est 120 minutes au cœur de la culture camerounaise, mondiale et l'ensemble des arts. Cette histoire va bien au-delà de ce qu'il raconte. En plusieurs rubriques, entrez au cœur de la vie des auteurs de la littérature et de leurs textes. Je tiens enfin un vrai sujet d'écriture. Prenez le pouls des événements artistiques du moment et à venir et soyez mieux édifiés sur les arts mineurs et majeurs. Le point littéraire et artistique, c'est tous les mardis de 21h à 23h sur Royal FM. Tous les mardis de 21h à 23h sur Royal FM. Une présentation de Jean-Jacques Foucault. Un véritable écrivain vient nous voir. Le point littéraire et artistique, la première heure. La première heure. Le profil de l'auteur. Le profil de l'auteur. L'auteur du soir est, nous l'avons dit, Valentin Ateba Habeng. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Le titulaire d'un Master 2 en management environnemental est également un acteur du football. Tour à tour, footballeur, amateur, membre de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, ancien président de la Ligue départementale de football d'Union Infomo de 2009 à 2018. Il a aussi été rapporteur à la Commission nationale de football féminin à la Fédération camerounaise de foot de 2013 en 2017. C'est dire combien l'auteur maîtrise le sujet qu'il traite en plusieurs chapitres. Il va notamment profiter pour nous donner quelques solutions contenues dans l'audit ouvrage.
trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur. Valentin Atebabin, bonsoir, merci d'être venu ici à la radio nous parler de votre livre. Bonsoir déjà. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les auditeurs de la radio des auditeurs, la Royal FM. Et je voudrais, si vous me permettez, naturellement, je voudrais saluer 2 ou 3 personnes qui suivent fidèlement la radio des auditeurs, la Royal FM. Oui. Je voudrais d'abord souhaiter du fond du cœur un bonsoir tout particulier à M. Akono Van der Léopold, qui est conseiller technique au ministère des Travaux publics, qui suit fidèlement cette radio. Et je voudrais, c'est une valeur sûre de ce pays. Oui. Et c'est un amoureux du sport, c'est un amoureux du football. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui suit très bien cette radio. Je voudrais également dire bonjour à M. Mbida Faustin, qui a été directeur du cabinet à la FECAFOOT du président Tombi Aroko. Je voudrais dire bonjour également à Bati Robert II, à Mbida Michel François, qui est le président de Oxygène, qui est aussi un acteur du football. Oui. Et enfin à M. Mayanga Mishka, qui est également à une certaine époque président de la commission de football jeune dans le département d'Union Infomo. Je crois que la première fois, lorsque vous êtes venu, vous nous avez présenté un autre texte. Celui que vous nous présentez en ce moment colle à l'actualité, on l'a souligné. Sur les terrains escarpés du football joué par les femmes, thérapie d'un décollage définitif. Je crois que là, on vous attendait. On attendait bel et bien ce livre pour qu'il arrive. C'est un témoignage en quelque sorte de votre passage dans les affaires du football au Cameroun. Tout à fait. Et lorsque vous avez servi à une certaine époque, vous avez servi dans une administration et vous voulez donner à la postérité, vous voulez apporter à la postérité, vous voulez laisser à la postérité un certain héritage, et vous êtes par devoir moral, par devoir social, vous avez ce devoir de laisser à la postérité un guide qui pourrait améliorer la situation qui prévaut dans cette activité-là. Vous balisez le terrain en quelque sorte pour ceux qui viendront travailler pour le football joué par les femmes. Tout à fait, on trouve des solutions aux problèmes parce qu'il y a toujours des problèmes. Et il faut trouver des solutions à ces problèmes pour que le football, dans le cas d'espèce, puisse se développer, pour qu'il puisse s'améliorer. Il faut dire que votre travail a été axé sur un triptyque méthodologique. Vous passez de l'enquête à l'entretien et vous avez également fouillé dans la bibliographie en ce qui concerne les textes qui ont été rédigés par rapport au football ou bien aussi au football féminin. Si vous nous expliquiez votre démarche de l'enquête, comment est-ce que se sont déroulées les enquêtes sur le terrain? Oui, tout à fait. J'ai procédé par les enquêtes, on va dire les enquêtes par questionnaire. Et il y avait un ensemble de questionnaires qu'il fallait déposer auprès des enquêtés et qui devaient répondre à ces questions. Et généralement, ces questions n'étaient pas totalement claires. Et il fallait toucher ces enquêtés pour pouvoir compléter ce qui me paraissait assez peu clair, qui me paraissait un peu ambigu. Et voilà une deuxième méthode, les entretiens. Les entretiens par téléphone, les entretiens face à face. Donc il fallait me rapprocher, il fallait que je me rapproche d'eux pour essayer de bien comprendre ce que je n'ai pas bien compris dans les enquêtes par écrit. C'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, c'était
la recherche bibliographique. Bon, j'avoue qu'à ce niveau, il n'y avait pas beaucoup de documents qui pouvaient me permettre de bien comprendre le football féminin. Et il y avait quelques journaux, il y avait quelques interviews, mais qui m'ont été bénéfiques, mais à cause des contraintes éditoriales, il n'y avait pas beaucoup de développement. Il y avait un ensemble il y avait des analyses tout à fait ramassées qui n'étaient pas assez profondes. C'est quelquefois superficiel, les articles de presse qui sont proposés. Ça ne m'a pas permis d'aller jusqu'au fond, mais j'ai quand même exploité du peu que j'ai pu. Et ces trois méthodes sont complémentaires parce que ceux avec qui j'ai eu des entretiens sont au préalable ceux qui avaient reçu les questionnaires d'enquête. Donc, pour me résumer, voilà la méthode, voilà la démarche qui m'a permis d'écrire ce livre. Vous avez effectué les enquêtes auprès de qui, si les noms ne sont pas secrets? Bon, j'ai auprès des acteurs, auprès des observateurs, auprès de ceux qui ne savent même pas ce que c'est que le football. Auprès des grands groupes, les acteurs du football féminin spécialement, les familles, les journalistes, les élèves. En tout cas, j'ai essayé d'approcher ceux qui pouvaient m'apporter un plus dans la recherche et dans le travail que j'étais en train de mener. Tous se sont montrés prédisposés à répondre à vos questions. Il y en a qui se sont portés, il y en a qui étaient prédisposés, mais il y en a qui... C'est en ce moment que j'ai bien compris que tous ceux qui sont dans le football féminin ne maîtrisent pas bien le football féminin. Et on y est ils y sont certainement par passion, mais ils ne vont pas au fond des choses et ne comprennent pas bien les enjeux et ne comprennent pas bien la philosophie même qui guide cette activité. Bon, soit, vous savez, le sport c'est ça, hein. Le sport c'est beaucoup plus l'émotion qui guide les gens et la réflexion, elle est peut-être reléguée à un autre plan, hein. Donc, mais tout cela, ça fait partie de la recherche, ça fait partie des aléas du projet d'écriture. Donc, ça m'a permis de bien comprendre l'univers dans lequel nous développons cette activité. Sur les terrains escarpés du football joué par les femmes, thérapie d'un décollage définitif. S'il fallait faire un bref résumé, de quoi parle le livre fondamentalement? Bon, en quelques mots, le livre fait le résumé, du moins, on va dire, le livre rappelle l'évolution du football féminin. Cette évolution rappelle les problèmes auxquels le football féminin fait face. Et essaie de baliser le terrain pour montrer le chemin vers un décollage définitif, c'est-à-dire les solutions qui permettent au football féminin de se développer et de devenir un football moderne, un football qui draine les foules, un football qui nourrit son homme, un football qui participe au rayonnement du Cameroun. Voilà. Il faut dire que globalement, vous êtes allé puiser les origines du football féminin dans les années 70. On ne se disait pas que c'était aussi lointain que cela. On se disait que c'était peut-être dans les années 90 peut-être. Mais vous avez présenté par exemple monsieur Desgonzac par exemple, qui est l'un des instigateurs de ce vaste mouvement qui aujourd'hui domine au Cameroun, qui a un rayonnement. Il y a quand même lieu de se satisfaire de ce qu'on est passé de quelques équipes dans les années 60 à aujourd'hui une multitude d'équipes, que ce soit dans toutes les régions du pays. Oui, tout à fait, il y a eu une évolution, mais je voudrais rappeler quand même que vous ne pouvez pas... En fait, le nœud fondamental du livre, c'est de trouver une solution au problème du football féminin. Mais vous ne pouvez pas passer directement au problème qui mine le football féminin et trouver des solutions sans démontrer, sans rappeler là où ce football féminin, quelles sont les origines de ce football féminin. Et pour permettre aux lecteurs de bien comprendre d'où le football féminin camerounais vient, il est à quel niveau et il va où.
voilà donc l'itinéraire. En réalité, Atangnalu de Gonzague a été le pionnier du football jeune et du football féminin. C'était un passionné. Il a été confronté à beaucoup de problèmes, mais les problèmes étaient des problèmes de son époque. Les problèmes de son époque, il a pu les résoudre comme il a pu, peut-être de façon moins efficace que ce que nous voyons aujourd'hui, mais il a réussi à mettre sur pied une activité à laquelle beaucoup ne croyaient pas. Donc je pense qu'il faut lui rendre hommage et penser que ces pionniers ont droit à un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, et c'est le plus grand hommage qu'on puisse rendre à un pionnier d'une activité, et je pense que nous avons participé à cette œuvre-là. Donc le football féminin a une histoire. Il a une histoire et elle a une évolution. Il a une évolution et puis il a un développement qui peut permettre de comprendre que le football féminin a un avenir tout à fait reluisant, un avenir tout à fait promoteur. Du foot de rue de quelques années, ou même du foot dans la clandestinité ou dans le désordre absolu, totalement désorganisé. Aujourd'hui, on est passé quand même à une équipe nationale qui rayonne. Est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction évidents au-delà de tout ce qu'on a bien pu vivre dans le passé? Quelques années avant, il n'y avait pas d'équipe au sens propre, les filles jouaient sans licence, il n'y avait pas de statut de la joueuse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est passé à autre chose? On va vers la professionnalisation, si le mot est peut-être pas abusé pour le moment. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a des choses à améliorer. Le statut de la joueuse s'est amélioré, mais il y a quelque chose qu'il faut encore davantage améliorer. Donc je pense que on ne peut plus comparer les époques. On ne peut plus comparer les époques. Les époques des années 70, 80, 90 ne sont plus les époques ne sont plus les mêmes époques que celles que nous avons aujourd'hui. Je pense que le statut de la joueuse a évolué. Aujourd'hui, la joueuse qui joue au championnat est assurée. Enfin, il y a eu une année où les joueuses étaient assurées. Le championnat était assuré. Bon, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour améliorer le statut de la joueuse. C'est-à-dire que la joueuse doit vivre de son métier. Elle doit être encadrée. Elle doit avoir une certaine visibilité quant à son statut. Et tout ça, c'est des aspects qu'il faut tout à fait améliorer, qu'il faut peaufiner pour que les acteurs se sentent partie prenante d'une activité qui porte. Et je pense que nous travaillons pour que cette activité puisse s'améliorer et pour que les choses puissent être non plus celles qui étaient avant, mais celles qui permettent de mieux développer le football féminin. C'est comme quand on retombe un jour sur une photo ancienne. Le papier a un peu jauni, mais les couleurs reviennent. Alors on fait les yeux fermés, un retour en arrière. Oh, j'espère que je serai toujours chez moi, à Marseille. C'est vrai que le livre nous permet de refaire un retour vers l'arrière, nous permet également de nous projeter vers le football, la situation du football actuel. La question que je m'en vais vous proposer ou vous poser en ce moment, c'est quels sont les réels problèmes du football féminin, du moins du football pratiqué par les femmes aujourd'hui au Cameroun, pour le seul cas du Cameroun? Bon, on va laisser les anciens problèmes, c'est-à-dire que les idées reçues, les filles ne peuvent plus jouer au football parce que le football les masculinise. On va laisser ces problèmes. Le vrai problème aujourd'hui, qui me semble important,
c'est le problème d'organisation, de management du football. Le problème du choix, du casting de ceux qui dirigent le football féminin. Le choix d'un ensemble de paramètres, l'absence de vision, du développement du football féminin. Donc, on va laisser tous les autres problèmes parce que pas parce que ils ne sont pas importants, et parce que ce que je dis là va englober, va prendre en compte tous les autres problèmes. Oui. Donc je pense qu'il y a un problème de management du football féminin, le choix des hommes et des femmes qui doivent diriger le football féminin. Et quel est le profil de ceux qui doivent diriger le football féminin? Qu'est-ce qu'ils doivent apporter? Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça va résoudre le problème des institutions. C'est-à-dire que quel est le type d'institution qu'on doit mettre en place pour organiser et développer le football féminin. Ça va poser ce problème. Et là-dedans, on va retrouver le réel problème de réorganiser, de restructurer la direction technique nationale, de réorganiser et de restructurer l'institution qu'on appellera, ou bien qu'on appelle la Ligue nationale de football féminin, ainsi de suite. Donc, le réel problème, on va le résumer pour ne pas se disperser, c'est le management du football féminin. Il faut revoir les profils et les structures qui œuvrent pour l'organisation. Tout à fait. Et aussi bien des compétitions que même l'organisation des équipes en interne. Oui, lorsqu'on parle de management du football féminin, c'est un gros mot qui va justement prendre en compte jusqu'à l'organisation des compétitions. Et quand on parle de compétition, on parle des activités du football féminin. Quelles sont les activités, comment elles sont organisées, comment ces activités sont organisées, qui les organise, et quel est l'objectif qu'on poursuit, quelle est la finalité qu'on poursuit lorsqu'on organise ces activités-là. Donc il y a un ensemble, il y a un mécanisme qu'il faut mettre sur pied. Et quand on parle de mécanisme, il faut maîtriser les enjeux. Le football féminin charrie beaucoup d'enjeux. Et quand une activité charrie beaucoup d'enjeux, il faut maîtriser un ensemble de paramètres qui permettent de consolider ces enjeux et d'atteindre les objectifs qu'on veut poursuivre ou bien qu'on veut atteindre. Donc je pense que pour me résumer, et peut-être qu'on aura le temps, c'est de structurer les activités, structurer le championnat national de football féminin, structurer le championnat régional de football féminin, structurer le championnat départemental de football féminin. Mais quand on parle de structurer un championnat, ça prend en compte un ensemble de paramètres. Ces paramètres, c'est quoi? Ces paramètres, c'est avoir un championnat de football junior, avoir un championnat de football senior, football cadet, et les U11, les U17, ainsi de suite. Et comment on peut le faire? Dans le livre, on dit que nous avons signé une convention avec la FENASCO et avec le ministère de l'Éducation de base. À ce niveau-là, nous allons, la Ligue, ceux qui vont diriger la Ligue, doivent aller vers les lycées et collèges, vers les centres de formation professionnelle et commencer à organiser les championnats à ce niveau-là. Et à travers ces championnats, il y aura une politique de détection des joueurs qui vont permettre d'alimenter les équipes nationales. Mais il faut une très bonne organisation à la base. Et je voudrais encore dire une chose. Quand on parle de championnat, il faut un championnat qui laisse une certaine visibilité, non seulement aux acteurs, mais aux partenaires. Donc, si vous dites que le championnat commence le 1er juin et qu'il va s'achever le 31 décembre, qu'il n'y ait pas de fluctuation, qu'il y ait un championnat consolidé, qu'il n'y ait pas de fluctuation. Mais pour que tout ça soit mis en place, il faut une ressource humaine de qualité.
Et là, ça rejoint la question ou la problématique du casting. Qui doit être employé ou alors qui doit œuvrer dans l'organisation du football? Est-ce que ce sont les anciens footballeurs, forcément? Est-ce que ce sont les anciennes gloires? Est-ce que ce sont les entraîneurs qui doivent occuper des postes de responsabilité ou bien impulser une certaine politique et vision du football féminin? Il faut avoir une vision. Tant mieux si les anciens footballeurs l'ont. Il faut avoir une expertise. Tant mieux si les anciens footballeurs l'ont. Et tant pis s'ils ne l'ont pas. S'ils ne l'ont pas, on ne les choisit pas. On choisit ceux qui ont une vision. Ceux qui ont une vision, ceux qui veulent implémenter la politique de développement du football féminin. Et on évalue cette politique. On voit si elle cadre avec les objectifs que nous voulons atteindre. Et si oui, on développe une politique qui met en place le choix des hommes. Le choix des hommes qui peuvent implémenter cette politique-là. Je pense qu'il faut s'écarter des logiques de connivence, des logiques de fratrie, des logiques d'amitié qui tirent le football féminin vers le bas. Aujourd'hui, le football féminin est géré par ceux qui n'ont pas toute l'expertise nécessaire et toute l'intelligence nécessaire et toute la maîtrise nécessaire qui permet de développer le football féminin. Il faut passer à une autre étape, l'étape où on fait confiance à ceux qui ont l'expertise, à ceux qui ont la vision, à ceux qui peuvent développer le football féminin et qui peuvent permettre que le football féminin avance. Donc aujourd'hui, il me semble que le championnat qui est organisé est un championnat désincarné, c'est un championnat désarticulé, c'est un championnat qui n'a aucune visibilité. À un moment, il s'est arrêté et il a recommencé. Ça ne peut pas susciter l'engouement et l'attrait des partenaires, des sponsors et des mécènes. On ne peut pas savoir où on va, jusqu'où on ira et qu'est-ce qu'on fera. Rien n'est clair. Il y a une telle nébuleuse qui nous met dans une cécité et qui ne nous permet pas de bien comprendre où on va. Donc le football féminin évolue c'est une navigation à vue. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est donc de mettre sur pied une réelle politique où on définit la vision, où on fixe les objectifs et les missions et on sait où on va avec chaque fois une feuille de route qui obéit à chaque objectif. Chaque objectif se décline en feuille de route et nous savons où on va, à quelle période et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je pense que aujourd'hui le football féminin est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins, le football féminin au Cameroun. Il faut vite faire pour essayer de consolider d'abord les acquis. Oui. Et maintenant améliorer. On n'a rien fait pour consolider les acquis. Les acquis, c'est quoi? Les acquis, c'est tout ce que nous avons engrangé, c'est tout ce que nous avons obtenu des biens. Et vous vous rappelez que le Cameroun a été vice-champion en 2016. Et je vous assure qu'en 2018, nous n'avons plus été vice-champion. C'est une régression. Soit. Tout à fait. Et regardez jusqu'où le championnat camerounais est. Il y a eu des moments où le championnat camerounais, le championnat national de football féminin n'a pas eu lieu, où il n'est pas allé à son terme. Il y a eu des moments où le championnat régional du centre ou du sud ou de l'est n'a pas eu lieu. Avec ça, vous ne pouvez pas construire quelque chose de durable. Avec ça, vous ne pouvez pas construire quelque chose de performant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut construire. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Je pense donc qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme et passer à autre chose qui nous permet de mieux comprendre là où on va et de se donner des objectifs et de les atteindre. Et en se donnant les objectifs, on se donne les moyens et on les atteindra. Aucun sponsor, aucun mécène ne pourra mettre son argent, ne pourra mettre sa volonté dans le football féminin tant qu'il y a ce désordre, tant qu'il y a cette navigation à vue et tant qu'il y a cet amateurisme qui ne permet pas
d'atteindre les objectifs de développement du football féminin. Maintenant, dans votre livre, vous présentez un ensemble de problèmes. Ils sont assez nombreux et divers. Il faut dire qu'il y a déjà que dans le football, vous estimez qu'il y a quand même, au niveau de la DTN, c'est un organe moribond. Pour vous, il n'y a pas d'homme capable d'impulser une certaine dynamique. Vous estimez que là-bas, c'est en quelque sorte le refuge de quelques fusqués qui n'ont malheureusement pas grand-chose à apporter. Quels sont les problèmes les plus urgents qu'il faut résoudre aujourd'hui? Il y a tellement, vous avez cité dans votre livre la question des écoles de formation qui n'acceptent pas ou n'arrivent pas à inclure la formation de la jeune fille à la base. Les problèmes les plus urgents, s'il faut résoudre ou alors rectifier le tir aujourd'hui, on s'attaque premièrement à quel niveau? On s'attaque à la formation du footballeur à la base. À la formation du footballeur à la base. Mais qui doit former les footballeurs à la base? C'est structurer les clubs. C'est structurer les clubs. Il faut institutionnaliser la structuration des clubs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous créez un club de football, on vous dit de structurer ce club. C'est-à-dire d'avoir une équipe des minimes, football jeune ou football féminin. Et maintenant, vous pouvez avoir une équipe de juniors et une équipe de seniors. C'est ça qu'on appelle structurer une équipe de football. Et il faut donc institutionnaliser la structuration du football, c'est-à-dire imposer au club de penser à la pépinière. Il faut structurer et réformer la direction technique nationale. C'est elle qui est chargée de détecter les nouveaux talents. Mais pour détecter les nouveaux talents, il faut avoir une activité qui permet à la direction technique nationale de détecter les nouveaux talents. La direction technique nationale ne va pas détecter les nouveaux talents en l'air. Elle va détecter les nouveaux talents parce qu'il y a une activité. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et je reviens sur ce que j'ai dit, il faut organiser donc cette activité. Organiser cette activité, multiplier les compétitions, multiplier les activités. Il faut, en plus de ça, il faut maintenant une expertise nécessaire, une ressource humaine affinée qui puisse organiser tout cela parce qu'elle a une vision, elle a des objectifs et elle se donne les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Voilà les problèmes fondamentaux auxquels le football féminin fait face et auxquels il faut s'attaquer. Donc, tous les autres problèmes sont importants, il faut les résoudre, mais ce qui me semble plus important, ce qui me semble plus urgent, ce sont ces problèmes que je viens d'évoquer là. On a déjà près de 700 joueuses à travers le Cameroun. D'après les chiffres que vous nous présentez, c'est quand même un acquis considérable. Malgré qu'il n'y ait pas de formation à la base, les filles présentent des atouts, un peu de talent. Peut-être avec ce que vous proposiez, on pourra arriver à une équipe ou alors à des équipes, un championnat digne de son nom qui se joue et qui réussit à captiver l'attention des uns et des autres. Oui, mais ça, c'est des statistiques. Si vous lisez bien, quand vous avez bien lu le livre, c'est des statistiques de 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Je ne suis plus sûr que nous avons 700 joueuses. Je ne suis plus sûr. Nous avons régressé. Nous avons régressé parce que ceux qui dirigent le football féminin ne sont pas capables aujourd'hui de développer cette activité. L'activité n'assure plus le devenir des acteurs. Non, pas du tout, pas du tout. Ils sont plus portés à autre chose qu'au développement du football féminin. Et je pense que il faut revenir à l'orthodoxie. L'orthodoxie ici, c'est quoi? C'est le développement, c'est l'intérêt du football féminin, le développement du football féminin. Et vous avez l'impression, nous avons l'impression aujourd'hui que quand vous regardez comment le championnat se joue, quand vous regardez les activités, d'ailleurs qu'il n'y a une seule activité ou deux, c'est-à-dire le championnat, la coupe du Cameroun et peut-être la coupe de la femme. Mais tout cela, ça se passe dans un amateurisme étonnant, dans un amateurisme qui fait mal. Mais je pense qu'il faut développer. Il faut développer les activités du football. Il faut multiplier les activités du football féminin. Parce que si vous voulez que les gens s'intéressent au football féminin, si vous voulez que les mécènes s'intéressent au football féminin, il faut sortir des sentiers battus. C'est ça qu'on appelle la rupture des paradigmes. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut rompre
avec les vieilles habitudes et choisir d'autres activités. Dans le livre, nous parlons des festivals, nous parlons des playoffs, nous parlons des tournois, et nous avons donné les noms de ces tournois-là. Nous pouvons même dénommer le football de ces tournois-là, peut-être tournoi de la femme, il y en a déjà, peut-être tournoi de la femme rurale, tournoi de la jeune fille, tournoi de la jeunesse, ainsi de suite, pour donner une autre dimension. Mais l'intérêt c'est quoi? L'objectif c'est quoi? C'est la compétitivité. La compétitivité. Booster les joueurs pour que les joueurs soient compétitifs. Nous faisons un parallèle avec l'équipe nationale. Vous voyez, cette équipe nationale ne pouvait pas aller loin. Elle ne pouvait pas aller loin parce que elle manquait de compétitivité. Elle manquait de compétitivité. Pas suffisamment de matchs dans les jambes. Pas suffisamment de matchs. Comparativement à celles qu'elles ont rencontrées sur parce le que terrain. vous avez un championnat qui est, comme je l'ai dit, qui est désarticulé, désincarné. Vous avez un championnat mal organisé. Et il n'y a que ce championnat-là. Il n'y a pas d'autres compétitions, il n'y a pas d'autres activités qui permettent aux joueurs et aux joueuses de pouvoir s'améliorer. Il n'y a pas que ça. Il y a le football féminin a d'autres acteurs. Il n'y a pas d'arbitre les officiels. Il n'y a pas d'arbitre de football féminin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer cette activité, c'est-à-dire détecter les joueuses de football féminin? Il n'y a pas de kinésithérapeute femme, il n'y a pas de médecin femme de sport, de football féminin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le livre, nous proposons un ensemble de choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez être une jeune fille de 14 ans, vous êtes en seconde C, la Ligue de football professionnel paye vos études. Et elle dit, vous deviendrez kinésithérapeute après le bac. Elle paye vos études et en retour, vous allez travailler pour le compte de la Ligue. Vous pouvez même aller au CUS. Vous dites, vous êtes en 4e année, nous payons les 3 ans qui restent et vous allez vous spécialiser en médecine sportive. Nous payons ça. En retour, vous allez nous donner les 3 ou les 2 quarts de votre temps pour pouvoir travailler avec nous. Nous allons plus loin en disant que il y a également ce qu'on appelle la pré-activité. Il y a d'autres activités. Vous ne pouvez pas jouer au football sans ballon. Donc il y a ceux qui peuvent fabriquer les ballons. On dit, voilà des jeunes filles, on va vous apprendre le métier de la fabrication des ballons, la fabrication des filets. À la fin, le footballeur doit vivre de son art. Qu'est-ce qu'on fait? On crée donc ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Dans le livre, on parle de ça. L'économie sociale et solidaire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle vulgairement les tontines. Les tontines, pour que chaque fois qu'un joueur, une joueuse de football a un problème, on va puiser dans cette tontine-là pour aider cette joueuse-là. Et pour alléger ça. On peut donc créer aussi une mutuelle des footballeuses du Cameroun. Cette mutuelle-là a pour objectif de pouvoir alléger la situation sociale de la jeune joueuse de football ou alors de l'ancienne joueuse de football. Voilà des solutions que nous apportons au football féminin. Et ça fera à ce que, à la fin de cette activité, que chacun se sente concerné. Je n'ai pas joué au football féminin, mais toi tu as joué au football féminin. Voilà ce qu'il te faut. Je n'ai pas pu aller loin au football, j'ai choisi l'arbitrage. Voilà, donc il faut développer tous ces pans du football féminin pour pouvoir développer. Il y a encore une autre activité, c'est l'administration du football. Vous ne pouvez pas parler de football féminin si il n'y a pas d'administrateur du football. Qui pense l'organisation du football? Comment développer le football? Comment structurer le football? Ce sont ces administrateurs. Donc, le calendrier du football féminin, les activités du football féminin, qui est un calendrier fluctuant, c'est-à-dire que aujourd'hui on vous dit vous jouez et demain on vous dit vous ne jouez pas, ainsi de suite. Ça fait partie de l'organisation. Et si il y a cette navigation à vue, c'est parce que il y a des gens qui n'ont pas l'expertise nécessaire. Il y a des gens qui ne pensent pas, qui ne savent pas penser et qui ne sont pas à leur place. Voilà un ensemble de problèmes que nous pouvons résoudre et qui peuvent nous permettre de développer le football féminin. Alors, dans 2 ans, nous pouvons atteindre des objectifs probants. Nous pouvons atteindre des objectifs intéressants. Heureusement, vous ne parlez pas de 10 ans. 2 ans, c'est assez acceptable. On peut attendre pendant ce temps. Je vous propose tout à l'heure, nous allons parler de la question de l'homosexualité
Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que l'homosexualité qu'on trouve, que ce soit dans les Lions indomptables, je ne sais pas si c'est avéré ou pas du tout. Toujours est-il que c'est évoqué et vous aurez l'occasion de donner votre point de vue et donner d'ailleurs votre point de vue selon ce que vous avez écrit dans le texte. Je vous propose de marquer une rupture et on revient juste après. Tout à fait. Le point littéraire et artistique, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Le classique littéraire du soir, c'est Sarauniya, de l'écrivain nigérian Abdoulaye Mamani. Le roman repose sur les faits historiques authentiques. Les exactions des officiers Voulet et Chagnon sont ainsi décrits par Jikin Zerbo dans son Histoire de l'Afrique noire. Ces officiers mégalomanes et désaxés s'émèrent. Leur route des massacres effroyables. Ils étaient pris de la folie des grandeurs et rêvaient de l'installer un empire à eux dans Kessouden central. Mais ils seront exécutés à leur tour par leurs tirailleurs africains. Le roman construit autour de la mystérieuse et envoûtante Sarauniya ne peut sans doute être considéré comme un document d'histoire. Néanmoins, il met en lumière le phénomène de résistance de la part des Atnas et de l'état d'esprit et de certains militaires coloniaux aveuglés jusqu'au délire dans leur volonté de conquête et de prestige personnel. Le livre compte 160 pages. S'il y a lieu de dire un mot sur l'auteur, il est utile de rappeler qu'il est un écrivain, poète, dramaturge et homme politique nigérian. Il est né en 1932 à Zinder et est mort le 3 juin 1993. Son livre que nous avons présenté, à savoir Sarauniya, paru en 1980, qui reprend l'histoire donc d'une chef tribale qui s'était opposée à l'avancée de la mission Voulet Chagnon, et donc il faut le dire qu'il présente donc comme une héroïne de la lutte contre la colonisation. D'autres de ses textes, il y a Poémédide en 1972 et Ebonique en 1972 également, anthologie de la poésie de combat. Une nuit au Ténéré, In Paris Dakar, autre nouvelle souffle. Il y a aussi l'œuvre poétique Poédrie électrique, anthologie de la poésie du combat, qui est donc en quelque sorte un mélange de plusieurs textes. C'était donc le classique littéraire du soir. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, en te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais. Alors, Valentin Atebarbin, tout à l'heure, vous avez évoqué en quelques mots les grandes propositions que vous avez dans votre livre. Maintenant, on veut savoir, aujourd'hui, la question de l'homosexualité, c'est pas banal. Est-ce que ça peut être considéré comme étant un frein, je veux dire, au développement du football pratiqué par les femmes dans un contexte où les parents peuvent se dire il faut éviter absolument que ma fille ne devienne, mais c'est vrai que ça date quand même, un garçon manqué en quelque sorte. Donc l'homosexualité, déjà ça existe?
Oui, bien sûr. Vous savez, si vous refusez que votre fille aille jouer au football parce que vous avez peur qu'elle soit homosexuelle, elle peut l'être en devenant journaliste, hein. Elle peut l'être en devenant médecin, elle peut l'être en devenant professeur, elle peut même l'être étant déjà à l'école. L'homosexualité est une orientation sexuelle qui existe dans toutes les activités, hein. Dans toutes les activités. Donc c'est pas seulement l'apanage du Non, football. elle existe. L'homosexualité est une orientation sexuelle qui existe au football féminin. Et elle est réelle, c'est un problème réel. Mais quand vous prenez l'homosexualité comme une question scientifique et vous voulez comprendre si l'homosexualité est un frein au développement du football féminin, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas un frein au développement du football féminin, dans le cas d'espèce. Parce que vous allez plus loin dans la gestion des énergies. Lorsque vous avez un rapport sexuel et homosexuel, vous dépensez de l'énergie, vous tirez du plaisir certainement, vous dépensez de l'énergie. C'est la même chose que le rapport hétérosexuel. Puisque le problème devrait se poser à l'envers. Est-ce que l'hétérosexualité est un frein au développement du football? Vous voyez donc que il y a un autre problème qui se pose. Ce n'est que la manifestation. L'homosexualité n'est que la manifestation d'un problème. Lequel? C'est la discipline. La discipline en tant que cette attitude que vous devez avoir face aux objectifs que vous voulez atteindre. Donc, l'homosexualité est une réalité au football féminin, mais ce n'est pas un frein parce que c'est une manifestation d'un problème qu'on appelle la discipline. Il faut s'autodiscipliner. Vous savez que il en est de l'homosexualité comme il en est de la drogue et de l'alcoolisme. Vous dites, je vais arrêter de boire l'alcool parce que j'ai un match demain, j'ai tout un tournoi. Je m'abstiens pour 1 ou 2 semaines, le temps que le tournoi finit, et je vais boire après. Je m'abstiens pour 1 ou 2 semaines sans regarder si une femme existe parce que je veux atteindre tel objectif. C'est une autodiscipline. Maintenant, il y a la discipline du groupe. Est-ce que les dirigeants ont mis des mécanismes de discipline qui permettent à ce que cette activité sexuelle ne puisse pas avoir le dessus sur les objectifs du groupe, les objectifs de cohésion, les objectifs de performance? Donc si vous avez mis un ensemble de moyens et un cadre qui permet à ce que cette discipline soit assurée, je vous assure que la manifestation de l'indiscipline qu'on appelle l'homosexualité, l'alcoolisme et ainsi de suite, ça ne sera que marginal. Donc pour dire quoi? Pour me résumer, c'est qu'on a présenté l'homosexualité comme un frein au développement du football parce que ceux qui ont réfléchi ne sont pas allés au fond de la réflexion. Ils se sont arrêtés à la superficie et on a présenté le problème de l'homosexualité comme un frein au développement du football féminin, ce qui est faux. Je me résume. L'homosexualité est une réalité au sein du football féminin, mais ce n'est pas un frein au développement du football féminin. C'est une conséquence de c'est une manifestation d'un problème de fond qu'on appelle le désordre, qu'on appelle l'indiscipline. Si vous trouvez une solution au désordre et à la discipline et à l'indiscipline, alors l'homosexualité ne sera que marginale. Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un d'être homosexuel. Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un d'avoir une activité hétérosexuelle désordonnée. Mais en tout cas, pour le moment, la société regarde cela d'un œil assez problématique. Maintenant, non, ce n'est pas un problème. Peut-être aujourd'hui, c'est vrai qu'on vient de sortir de la CAN et puis on se pose des questions. Est-ce que les Lions étaient programmés pour échouer? Pour reprendre le titre de l'ouvrage de notre confrère journaliste Jean-Bruno Tagnon, justement,
qui avait estimé que tout était mis ensemble pour que les Lions n'aillent pas très loin. On peut dire que les Lions étaient programmés pour échouer. Ils étaient programmés pour échouer. Pourquoi? Pour une ou deux ou trois raisons. La première raison, c'est que la base qui permet de consolider l'équipe nationale est une base fragile. Est une base, oui, c'est le mot, c'est une base fragile. Quelle est cette base-là? C'est le championnat. Ce sont les activités sur laquelle repose, c'est le socle sur lequel repose toute sélection nationale. Et je vous assure qu'au Cameroun, le championnat ne peut pas, tel qu'il est organisé, ne peut pas permettre d'avoir une équipe nationale performante. Vous allez en Europe, toutes celles qu'on a présentées comme professionnelles ne sont pas des professionnels. Il y en a qui n'ont même pas de club. Il y en a qui errent partout en Europe. Donc pour dire quoi? Pour dire que nous avons même beaucoup de chance. Nous avons du génie si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés là. Donc en réalité rien n'est construit. Ou alors c'est construit sur du meuble. C'est pas construit sur du socle. C'est construit sur du sable. C'est pas construit sur du socle, sur du roc. Donc je pense que il y a quelque chose de fondamental qu'il faut regarder. Donc il n'y a pas de championnat, et le championnat qui existe est un championnat, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas organisé. C'est un championnat d'amateurs. Et en Europe, vous avez pris 95% de joueuses qui jouent en Europe, mais elles ne jouent pas. Il y en a qui ne jouent pas. Sinon, la quasi-totalité ne joue pas. Alors, on a fait du saupoudrage, on a trompé le peuple en disant que tel est professionnel à tel endroit, tel est professionnel à tel endroit. Il y a eu tromperie sur marchandise. Bien sûr, à la fin, et personne ne peut vous le dire. C'est parce que les gens sont arrivés à une telle... Nous sommes dans une logique de connivence, et ce qui fait qu'on ne peut pas se trahir, on ne peut pas dévoiler des choses. Pourtant, il faut y arriver pour pouvoir améliorer les situations malheureuses que nous vivons aujourd'hui. Donc je pense qu'on était programmé pour échouer. Et je ne parle pas, vous pouvez avoir une belle préparation, c'est-à-dire une bonne préparation, des stages, des sparring partners, des matchs amicaux bien organisés, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a quelque chose à la base qu'il faut consolider, et c'est ça qui vous propulse, c'est ça qui vous amène loin. Donc ça n'a pas été organisé, ça n'a pas été assuré. Donc je pense que nous sommes là dans cette situation depuis des années, depuis 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans, et rien n'est fait, et le football féminin actuellement est à l'image de celui qui se jouait il y a 10 ans, c'est-à-dire en 2008, en 2009. Donc on a fait un retour. Non, on a fait un retour en arrière, et c'est parce que nous autres, on a fait cette évaluation. Mais ceux qui parlent là n'ont pas fait cette évaluation. Nous, on a fait cette évaluation et on a compris que le football féminin a régressé de 10 ans. Mais ils ne peuvent pas faire cette évaluation et ils ne peuvent pas accepter cette conclusion tout à fait incommodante. Donc moi, je pense que il y a quelque chose, il y a une vraie réforme qu'il faut engager. Et ce livre arrive à propos. Et je regrette que ce soit moi qui en parle. Mais ce livre... Et c'est pour cela que ça gêne, ce livre peut gêner les gens. Parce que ça peut vouloir mettre à nu un ensemble d'insuffisances, mais il ne faut pas que les uns et les autres se sentent concernés par ces insuffisances-là. C'est nous sommes tous concernés, et nous sommes tous donc amenés à améliorer la situation. Ce n'est pas une personne ou un groupe de personnes qui est indexé dans cette histoire, mais c'est nous sommes tous comptables de la situation qui n'est pas bonne, et nous proposons tous d'avancer vers des horizons meilleurs. Maintenant, ceux qui pourraient penser que ce livre est un défoulement, c'est-à-dire que vous essayez en quelque sorte de mettre là vos frustrations par rapport au fait que vous êtes passé dans la gestion du football féminin et aujourd'hui vous n'êtes plus là. Est-ce que, pour reprendre une question d'un journaliste au cours de votre conférence de presse, pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu à proposer ces éléments que vous écrivez aujourd'hui dans votre livre lorsque vous étiez au moment en pleine gestion des affaires? Oui, bien, vous savez, on n'est pas éternel à un poste. Hein. On n'est pas éternel, mais dites-vous que vous êtes là et avant vous, il y avait des gens qui étaient là. Et après vous, il y a des gens qui seront là. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que je suis fâché de ne plus être là. Non, je ne suis pas éternel.
Et il y a des gens qui étaient là avant moi. C'est quelque chose que je voulais évacuer. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes aux affaires, il y a une méthode qui vous permet de saisir la hiérarchie et de dire à la hiérarchie, nous sommes en train de franchir la ligne rouge. On appelle des notes, on appelle des lettres, on appelle ça des notes, on appelle ça des lettres. Vous n'allez pas à la radio pour dire, j'ai dit à mon chef que, bon, voilà ce qui se passe et il n'a pas suivi. Maintenant que vous êtes déchargé, vous n'êtes plus aux affaires, vous écrivez, vous produisez quelque chose qui puisse être bénéfique à toute la société. Et dans ce livre, vous allez lire, il n'y a aucun nom qui est indexé pour dire voilà tel qui a mal fait, voilà tel qui a bien fait. Non, ça reste un sujet impersonnel, une réflexion impersonnelle qui montre que si ça a été mal fait, ça a été mal fait à cause de tout le monde. Si ça a été bien fait, ça a été bien fait à cause de tout le monde, grâce à tout le monde, et il faut avancer vers le bon chemin. Voilà le chemin. Vous pouvez être dans les affaires. Moi, j'ai été quoi? Je n'ai été qu'un collaborateur. Je n'ai pas été président de la commission. Je n'ai pas été président de la FECAFOOT. Donc, nous avons participé à notre manière au développement du football féminin, mais nous n'avions pas la décision finale. Donc, nous pensons que ceux qui avaient la décision finale avaient d'autres paramètres, avaient un autre tableau de bord, avaient d'autres indicateurs qui leur permettaient d'avancer ou de ne pas avancer. Mais dans le cas d'espèce, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Et voilà, nous ne pouvions pas sortir de cette affaire sans proposer à la postérité le chemin à suivre pour le développement du football féminin. Et sur les terrains escarpés du football joué par les femmes, Thérapie d'un décollage définitif est le premier livre au Cameroun qui parle du développement du football, qui parle de l'évolution du football féminin, qui parle des problèmes du football féminin et des solutions auxquelles ce football féminin peut tirer avantage. Donc je pense que nous pouvons exploiter ce document et ceux qui ont l'expertise peuvent lire ce document et pouvoir implémenter les idées et compléter et améliorer, parce que ce livre n'est pas une Bible. C'est un livre qui est écrit par un humain qui a quelques insuffisances qu'ils peuvent améliorer. Donc c'est un travail perfectible. C'est un travail perfectible que ceux qui peuvent le lire peuvent améliorer et appliquer ce qui est là. Donc c'est une lueur. C'est un chemin contraste et les autres peuvent améliorer ce chemin-là. Maintenant, le livre, on le trouve où pour ceux qui souhaiteraient le lire? Parce qu'il est assez intéressant. Il est écrit en des termes très simples, je dois l'avouer. Et il est également un livre de culture générale parce qu'il replonge les uns et les autres sur l'histoire véritable de d'où on est parti pour arriver aujourd'hui au Gaël Nganamut, à Boudi-Onguéné, pour comprendre que c'était un combat, peut-être d'abord de quartier qui finalement s'est retrouvé sur la place publique. Où est-ce qu'on trouve le livre exactement? On le trouve dans les librairies, pour ne pas faire la publicité, dans les librairies de la place. Mais on peut aussi appeler un numéro pour avoir ce livre. Lequel? Le numéro de l'auteur? Le 675 50 07 69. On peut toucher l'auteur pour avoir le livre si on ne peut pas l'avoir dans les librairies de la place, parce que ça existe encore dans les librairies de la place. Mais c'est toujours bien d'avoir l'auteur. Comme j'ai vu au Cameroun, on peut me toucher et puis je vous fais une dédicace personnalisée. Voilà. Tout à fait. C'est un livre alors essentiel, il faut absolument le lire. Il ouvre vers des solutions efficaces pour améliorer la qualité de notre football joué, du moins sur le plan organisationnel. Peut-être un dernier mot pour sortir. Un dernier mot pour sortir, je veux dire que nous devons sortir des intrigues. Nous devons sortir des luttes des personnes pour mettre en valeur les idées, pour mettre en valeur les expertises. Et ce livre est écrit par quelqu'un qui a eu à travailler pour le développement du football féminin. On peut exploiter ce livre sans considération de personnes, sans considération de groupes ou de clans ou d'ethnies. On l'exploite et on avance. Donc je propose que ce livre soit lu par ceux qui aiment la lecture et ceux qui peuvent réfléchir et travailler pour le développement du football féminin.
Valentin Atebabin, merci d'être passé à la radio et surtout, bonne soirée à vous. Merci beaucoup et je vous remercie profondément. Conto vengo nienge, uko bendi ke mane conto vengo nienge. Kone dume bura ma infine ko jala. Kone dume solo infine ko jala. Kone dume ala ma infine ko jala. Uko beke di visa, uko beke di visa, uko beke di visa, uko beke di visa. Mane conto vengondi anyeke, uko bendi ke mi mane conto vengondi anyeke. Kone dumbe bura ma infine ko jala. Kone dumbe ala ma infine ko jala. Kone dumbe solo infine ko jala. Uko beke di visa, uko beke di visa, uko beke di visa, uko beke di visa. Sona kanikela, sona kanikela, sona kanikela, sona kanikela, sona kanikela. Et si tu vas gagner de la confiance en toi, il veut son mot et la possède, et n'attends pas, il veut son Dieu et la possède, ala, il sera au fond de la main la possède, pana. Sona kanikela, sona kanikela, sona kanikela, sona kanikela, sona kanikela. Et si tu vas gagner de la confiance en toi, il veut son mot et la possède, et n'attends pas, il veut son Dieu et la possède, ala, il sera au fond de la main la possède, pana. Le point littéraire et artistique, la deuxième heure. La deuxième heure.
À 22h10, c'est la deuxième heure du point littéraire et artistique. À présent, nous parlons actualité et grands moments de la culture camerounaise. Il y a eu les Renaissance Music Awards de la 5e édition qui s'est déroulée le week-end dernier. Les vainqueurs sont désormais connus. À la chanson Bikutsi, c'est Bisakata de Charmant M qui a été donc primée. La chanson générationnelle a balancé de Kossi. La chanson tradie moderne Conditions de mariage, c'est DJ Ben Gérard qui a été primé et récompensé. Meilleure interprétation Sandrine Nanga dans le titre Aussi d'Ibéamba. C'est donc cette chanson qui a été primée. Artiste masculin Magasco. Artiste de l'année John Duchamp. Dans les autres catégories, notamment chanson Makossa. Les mêmes horizons, Andela Bikim, meilleure collaboration, Stanley Eno, featuring Loco et Tiji Panchek, Maiwi, justement c'était le titre. La révélation de l'année, c'est l'idole, la jeune slameuse, l'artiste féminin Melby Aquin. À présent, nous allons donner la parole à Jérémy Lafortune Funke. Lui, il est bien évidemment le président du comité d'organisation des awards, comme nous l'avons dit, les Renaissance Music Awards. L'apogée, c'était donc ce week-end. Jérémy Lafortune, bonsoir. Sur la radio Royal FM, le temps de connecter tout cela. Alors, l'événement s'est déroulé ce week-end, le week-end dernier. On peut dire que c'était une réussite, l'apothéose finalement d'un vaste mouvement qui a commencé depuis plusieurs mois quand même. Oui, un sentiment de satisfaction, mais pas totalement satisfait compte tenu des objectifs qui étaient aussi grands. Mais tout le monde a donné ce qu'on pouvait avec le soutien des confrères et bien d'autres partenaires pour que la cérémonie puisse briller de mille feux. Donc, un sentiment de satisfaction. On n'a pas l'impression jusqu'à présent qu'il y ait des mécontents. C'est comme si ce sont les meilleurs effectivement dans leur catégorie qui ont été primés. Le jury a, semble-t-il, fait un travail rigoureux. Justement, c'est ça qui fait la particularité des Renaissance Music Awards. On récompense les artistes musiciens de manière objective. Non seulement on s'intéresse au vote du public à travers le site internet www.renaissancemusicawards.net, mais également à travers le vote des animateurs et le vote du jury. Donc, depuis quand même 5 ans, RMA ne souffre pas de ce genre de problèmes, peut-être encore d'autres problèmes, mais pas au niveau du choix des vainqueurs. Jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de mauvaises notes à ce propos. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un sentiment de satisfaction, mais également un sentiment d'inaccompli. Qu'est-ce qui n'a pas fondamentalement marché, de votre point de vue? Ce qui n'a vraiment pas marché, l'événement peut commencer tard, donc c'est une limite que nous comptons bien arranger, améliorer pour la prochaine édition, mais surtout certains partenaires qui nous ont fait faux bond à la dernière minute et qui ont certainement eu une influence d'une manière ou d'une autre dans l'organisation qui nous a permis de gérer certaines situations dans les urgences. Pourtant, on était déjà préparé, tout était déjà organisé pour qu'il n'y ait pas de si grands imprévus. Mais bon, on peut donc souligner cela. Oui, de manière générale, c'est ça en fait ce sont ces éléments qui font en sorte qu'on a un sentiment certains éléments d'inaccompli pour la réussite parfaite de nos objectifs, l'atteinte parfaite de nos objectifs.
Et maintenant, après le 5e anniversaire qui a été célébré de la plus belle des manières, on pense déjà forcément au 6e anniversaire, du moins à la 6e édition. Ah oui. La première réunion d'évaluation a été faite dimanche à midi du côté de Santa Lucia. Donc, nous, on a déjà commencé, et je te donne dans l'exclusivité déjà, l'exclusivité vraiment, c'est que l'année prochaine, l'événement aura lieu à la période d'avril-mars, parce qu'on s'est rendu compte que vers juin, juillet, là, il y a souvent beaucoup d'autres mouvements et d'autres activités, d'autres événements qui font en sorte que parfois certains artistes se sentent... c'est souvent compliqué pour les artistes d'être totalement présents. Oui, donc il y a ça. Et également, on compte, là nous sommes bien en termes de perspective, parce que nous on a déjà commencé à travailler la 5e édition, la 6e édition. Oui. Donc on compte détacher le prix Espoir RMA de la cérémonie de récompense RMA, parce que c'était un peu étouffant pour nous, ça nous a beaucoup bousculé. Enchaîner 2 jours, c'était pas trop évident, donc ça risque d'être 2 concepts différents maintenant. Donc il y aura un prix Espoir RMA, un événement à part, et la cérémonie de récompense RMA à part. Ça c'est l'exclusivité. D'accord. Le prix récompense, je vais dire le prix Espoir, lui il a forcément un suivi particulier qui sera effectué après justement après avoir primé ce jeune garçon. J'imagine bien qu'il y a un suivi qui suivra. Oui, justement il y aura un suivi pour cette 5e édition d'ailleurs. On va le faire à travers peut-être ton émission pour nous ouvrir ses portes la semaine prochaine pour écouter la voix mélodieuse de ce jeune artiste en herbe qui est quitté de Toulouse pour être là, pour compétir. Donc, ça dit que le rayonnement géographique de RMA s'étend jusqu'au niveau de l'Hexagone. Donc, une vraie fierté pour cela. En tout cas, monsieur le président du comité d'organisation, merci de nous permettre de vous déranger en pleine nuit pour nous parler de ce bilan, de cet événement qui a été très attendu. Et maintenant, on a définitivement tourné la page, peut-être. Oui, bon, mais on n'a pas totalement tourné la page parce qu'un événement s'organise en 3 étapes. Avant, pendant et après. Donc, nous sommes dans le post-événement actuellement. Nous sommes en train de préparer les lettres de remerciement aux différents partenaires qui nous ont accompagnés. Nous sommes en train de prévoir déjà la rédaction du rapport d'activité de la 5e édition. Donc nous sommes encore en train de travailler. C'est vrai que la pression n'est plus très intense parce qu'on est déjà dans le post-event, mais on travaille pour préparer déjà la 6e édition. Et compte tenu du fait que c'est en avril, dans la préparation doit se faire maintenant. Donc nous sommes là, nous travaillons encore, la page n'est pas encore totalement tournée, on prend encore connaissance des erreurs, des limites, et dans l'optique de s'améliorer pour la prochaine édition, contacter de nouveaux partenaires pour davantage enrichir la cagnotte financière qui nous permettra d'améliorer la qualité d'organisation pour la 6e édition, pour le plus grand plaisir non seulement des téléspectateurs, mais des spectateurs qui vivront le spectacle. En tout cas, bonne suite donc, et surtout certainement à très vite. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait, parce que vous avez été un acteur majeur dans l'influence communicationnelle de cet événement. Je vous en prie.
Après les Renaissance Music Awards, c'est le carrefour du cinéma au Cameroun. C'est l'événement de l'événement à la matière. Le festival Écran Noir arrive et n'est plus que dans quelques jours. L'équivalent du FESPACO pendant une semaine entière va être le point de rencontre des cinéphiles. La date est connue, c'est le 13 juillet très exactement. Dans les coulisses de l'initiative du géant Basek Bakobio. Nous sommes allés en repérage cette semaine, vu que le siège des Écrans Noirs est désormais pas loin d'Essacho et non plus au quartier Anguissa, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Nous avons dans ce nouveau bâtiment découvert une équipe essentiellement jeune, rompue à la tâche, qui ces dernières heures a le pied sur l'étrier pour les petits plats, pour mettre justement les petits plats dans les grands afin que le festival puisse réussir. Comme vous le suivrez bientôt, l'heure est au dernier réglage. L'établissement des catalogues, l'impression et l'envoi des invitations aux convives, l'organisation des conférences. Au milieu de cette paperasse et clics d'ordinateurs, PC et laptop, nous avons pu exfiltrer l'un des membres du Festival international des Écrans Noirs. Avec lui, nous avons fait le tour des tâches déjà effectuées et c'est l'avenir. Suivons plutôt. Goufan Emmanuel Franck. Je suis assistant chargé d'émission à Écran Noir. Merci de nous accueillir au siège des Écrans Noirs. Il ne reste plus que quelques jours, c'est précisément la semaine prochaine que le grand festival démarre. À quel niveau on se trouve au niveau de la préparation de cet événement? La pression se ressent dans tous les départements, mais selon le programme établi pour l'avancement du travail, tout est OK. Au niveau de la communication, on reçoit toujours les demandes d'accréditation. Pour ceux qui ont déjà envoyé leur communication, les badges sont en cours de confection. Et puis, on est encore en train de finaliser, les derniers engagements avec les médias. Des engagements qui ont été préétablis. Il y a des mois, on finalise. Donc, pour le marketing et relations publiques, les hôtels sont déjà calés. Les hôtels sont déjà calés dans la ville. La liste des festivaliers a déjà été établie. On a envoyé des invitations et puis les retardataires, pour les retardataires, les invitations sont en cours d'envoi. Les hôtesses des cérémonies pour la cérémonie d'ouverture et clôture ont déjà été établies. Elles ont déjà passé l'entretien, elles attendent juste le jour J. Les hôtesses de vente aussi, elles ont passé et elles commencent demain pour la vente des billets dans les différentes salles, les 3 salles de cinéma qui ont été sélectionnées. Et bien, concernant l'espace pour enfants, l'innovation de cette année, tout a déjà été calé. Il suffira juste de rappeler en début de semaine prochaine les parents pour qu'ils amènent leurs enfants au site du festival qui est le Palais des Sports. Donc, pour l'espace des enfants, leur bracelet de reconnaissance est en l'imprimerie. C'est vrai qu'on est venu et dans la grande salle, tout le staff est bel et bien au travail. Ce qui est fait en ce moment, c'est quoi? On travaille sur quoi concrètement là en ce moment? Présentement, on travaille, ce que vous avez vu, travaille sur le catalogue. Et puis ils organisent les conférences de presse. Conférences de presse qui auront lieu pendant le festival. Et puis les directs aussi avec les différents médias. Et ce qui chauffe la tête présentement sur le catalogue qu'on doit terminer pour envoyer à l'impression au Maroc. Donc, dans les autres bureaux, il y a le marché du film. J'ai oublié de mentionner, de parler du marché du film qui est déjà OK. Les exposants ont déjà fait la réservation des places. On attend juste le moment venu pour exécuter tout. Donc, présentement, c'est le catalogue qui met la pression. Ça veut dire que les films en compétition, les listes sont arrêtées, le jury également, tout est déjà fin prêt pour que la semaine prochaine, il n'y ait plus de dernier réglage, de dernière minute. Oui, la liste a été calée. Si on consulte le site internet et puis la page Facebook, les pages médias d'Écran Noir, on va constater que les listes sont sorties depuis. La deuxième vague, les listes sont sorties et les listes sont bien définitives.
Et puis le jury a déjà été aussi calé. La liste sera publiée dans les prochains jours dans les différents médias. La télé dit joue pour un film aussi et les colloques, les panélistes sont déjà connus. Celui à qui on rend hommage, on l'a déjà contacté et puis tout est fin prêt, on a tout préparé. Il faut dire que les écrans noirs, c'est désormais un rendez-vous au Cameroun, vous avez bien conscience. Cette année, qu'est-ce que vous proposez de neuf, de nouveau par rapport aux années précédentes? Ce qu'on propose de nouveau, c'est l'espace pour enfants. Donc en plus du village du festival, en plus du Salon international du film d'Afrique centrale, on a innové cette année avec l'espace pour enfants. L'espace qui est réservé pour les enfants de 5 à 13 ans. Nous allons former gratuitement les enfants à l'éducation civique et à l'environnement. Nous allons former les enfants au métier du cinéma, l'écriture, l'initiation, l'écriture du scénario, sur l'utilisation des outils de tournage de films, caméra, appareil, photo. Nous allons les former aussi sur l'initiation au chant, les chants des films, chant de début, chant de fin et puis chant pendant les films. Et puis il y aura un espace pour projection des films. Donc pendant toute la semaine, il y aura une salle de projection aménagée pour eux. Tous les parents pourront amener et puis il y aura la diffusion. Il y a déjà un programme préétabli, programme de cours, les cours 30-45 minutes, les petites pauses et puis projection des films pour les tout petits. Il y a un manège à côté, le manège sera payant pour les parents désireux de faire amuser un peu plus leurs enfants. Cette année encore, est-ce qu'il y aura plusieurs sites de l'événement? Est-ce qu'on va concentrer toutes les activités dans un coin bien précis? Ou bien ce sera également à l'Institut français, parfois Centre culturel camerounais? Est-ce qu'il y a quelques sites qui ont été arrêtés au-delà de ce que je viens de citer? Par rapport à l'année dernière, il y a moins de sites. On a essayé de réduire pour concentrer l'événement en dehors des salles de cinéma qui sont Citabela, Tanden Mouna et l'Institut Goethe. L'Institut français aussi, les 4 salles de cinéma de la ville qui ont été sélectionnées pour les projections du film. À l'hôtel La Falaise, il y aura le marché international du film d'Afrique centrale. Et puis toutes les autres activités seront au village du festival qui est au Palais du Congrès. Donc, formation, la téléformation, espace pour enfants, et puis le coin réservé aux entreprises pour l'exposition des produits. Et cérémonie d'ouverture et de clôture normalement au Palais de Congrès. Comme d'habitude d'ailleurs. Alors, il n'y a pas eu de catégorie nouvelle qui sera primée cette année, ou bien c'est comme d'habitude? Non, c'est comme d'habitude, les catégories restent les mêmes. Et si vous nous rappelez ici, l'initiative vise à valoriser le cinéma camerounais dans son ensemble. À qui rend-on hommage cette année? L'initiative vise à encourager le cinéma camerounais et dans l'ensemble africain, dans la sous-région. Cette année, on rend hommage à Cheikh Omar Sissoko. C'est le président du FEPACI. Il sera aussi présent au masterclass. Pourquoi lui? Le choix a été fait comment? Le choix a été fait par l'ensemble du comité d'organisation sur certains critères propres à eux. Cette année, si vous avez, je ne sais pas si la liste est assez fraîche dans votre tête, il y a environ combien de films camerounais qui soient réalisés par des amateurs? Ou bien les chiffres, donc les listes sont donc consultables peut-être sur le site internet. Est-ce que jusqu'à présent il est possible encore de, je sais pas, ça se fait comment, on évalue encore sur le site internet ou pas du tout? Il y a des films qui demandent à ce qu'on vote pour qu'ils puissent remporter ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un passage obligé vers le vote par les cinéphiles? Bien, pour les listes sont consultables sur le site internet et puis sur les réseaux sociaux. Les listes sont calées et définitives. Et les films sélectionnés sont conformes au règlement intérieur d'écran noir. Donc, il n'est plus possible d'inscrire un film. Et puis, chaque réalisateur envoie son film. Les jurys auront le temps, toute la semaine, de faire le tour dans les salles de cinéma pour apprécier le film et puis donner une note.
C'est à la fin que les listes seront récupérées et puis il y aura une comptabilité faite dans la confidentialité. Donc, le vote ne se passe pas par les réseaux sociaux ou alors un numéro où on va appeler, on dit on vote pour tel type. Les membres du jury sont sélectionnés dans l'impartialité. D'accord. Vous nous rappelez quelques prix, quelques distinctions? Il y a l'écran d'or, le plus grand prix, il y a le meilleur réalisateur, il y a le meilleur comédien, il y a aussi le prix du court-métrage, meilleur court-métrage, meilleur long-métrage, série en compétition. Donc c'est à peu près une dizaine de prix. Oui, c'est une dizaine. Maintenant, si vous essayez de nous rappeler quelques grands points du festival. D'abord l'ouverture, la clôture, les activités phares de la semaine. Oui, donc la semaine commence par l'ouverture du village du festival au Palais des Sports. Et en soirée, le même jour, il y aura la cérémonie d'ouverture officielle avec les ministres et puis toutes les délégations, tous les directeurs et festivaliers et quelques invités aussi. Ça en suivra le lendemain avec l'ouverture du marché du film international d'Afrique centrale qui sera effectué par le délégué général de PCA et le ministre des Arts et de la Culture. Le marché du film aura lieu pendant 3 jours. Du jour après, donc du 14 au 17 juillet, il y aura le marché international du film d'Afrique centrale. Et toute la semaine durant, les activités restent en cours dans le village du festival. Exposition et puis espace pour enfants. S'en suivra à la fin par la cérémonie de clôture. Sans oublier, pendant le marché du film, le colloque et atelier 10 jours pour un film. C'est un nouveau siège, parce qu'on sait quand même que la dernière fois c'était à Anguissa qu'on s'était retrouvé. C'est un nouveau siège. Est-ce que ça veut dire que l'événement prend de l'envergure au point de trouver un nouveau cadre plus adéquat pour le travail? Affirmatif. Le siège d'Anguissa reste ouvert, reste écran noir. On a voulu un cadre plus adéquat, plus convivial vu l'envergure que l'événement prend. Donc c'est aussi une amélioration pour écran noir. L'ouverture c'est le 13 au Palais des Congrès de Yaoundé. Quelle heure? La cérémonie commence à partir de 20h au Palais des Congrès et puis elle sera retransmise en direct à la SATV. Je vous remercie. Je vous remercie aussi.
sana kanikela sana kanikela sana kanikela sana kanikela sana kanikela ibi banjane la confiance ibe sumo wala la pose more nata kama ibe soje wala la pose more ala isera ufana wa baila pose mafana Après ce détour dans les salles de cinéma, à la quête des préludes de l'événement que le Cameroun s'apprête à accueillir, permettez à présent un détour vers le monde de la mode. La 14e édition du concours Miss Cameroun est annoncée. Les inscriptions ont déjà cours auprès du Comica, le comité d'organisation de la dite compétition, qui de nouveau est à la tête de la gestion du concours, qui a fait il y a quelques mois l'objet d'un retrait par le ministère des Arts et de la Culture, par voie de communiqué en décembre 2018. Le ministère annonçait dans la fin de la création, ou alors la fin de la recréation, Narcisse Mouelikombi avait remarqué et constaté quelques négligences sur le plan organisationnel qui pourraient justifier cet état des choses. Une bataille juridique s'est invitée à la danse. Le Comica ira jusqu'à réclamer plusieurs millions de francs CFA en guise de dommages, sans toutefois oublier de revendiquer la paternité de l'événement, ils le disent donc avoir protégé un événement qu'ils ont protégé à l'OAPI en 2012. Peut-être l'heure est venue d'enterrer la hache de guerre. Le nouveau ministre Bidungpat a appelé sur la table de Comica, puis par voie de communiqué a autorisé le même comité à tenir sa 14e édition Miss. Et donc, il faut le dire que ce jour, il y avait conférence de presse, une conférence qui a été reportée. L'ouvrage n'est pas annoncé, donc juste l'espoir de voir un concours Miss Cameroun relooké, mieux organisé, sans scandale, de Miss en interne ou simplement en externe. Il existe bien des concours de beauté sans scandale et polémique. C'est bien le cas du concours Miss Ronde. Et nous en parlions il y a quelques semaines. Le mouvement est désormais lancé. L'heure est à présent aux inscriptions des candidates qui ont le profil adéquat, c'est-à-dire un peu enveloppé et sans complexe pour son poids. L'initiative ne milite pas pour l'acquisition d'un kilo de plus. Il s'agit simplement de dégrammatiser la situation des jeunes dames qui aujourd'hui sont rondes. La fondatrice de Miss Ronde, Dorette Bouyel-Ndjili, revient aujourd'hui et à cœur ouvert sur les motivations qui ont fait pousser en elle la volonté de voir célébrer la femme ronde au Cameroun. Après mon accouchement, j'ai totalement changé. Je suis quittée de quelques kilos à plus de kilos, donc je ne passais pas inaperçu devant ceux-là qui me côtoyaient au quotidien, que je scandalisais à cause de mon surpoids. Alors ça devenait gênant, j'étais obligée de me replier sur moi-même parce que chaque fois que je sortais, chacun s'exclamait comme si j'avais tué, comme un scandale et tout. Et là, lors de la célébration du cinquantenaire du Cameroun en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de participer avec quelques Camerounais quittant du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Et une fois rendu là-bas, les personnes que je rencontrais m'appelaient Aoulaba. Je dis mais Aoulaba c'est quoi? On me dit ce sont des femmes qui sont en forme comme toi. Et j'ai essayé de me renseigner, voir comment ça se passe et tout. Une fois rentrée au Cameroun, je me suis vu que je suis présentatrice télé-radio. J'avais une émission super écoutée qui s'appelait Kiss Night, les bisous du soir à Kiss FM, super écoutée où je gérais les problèmes de tous bords. Et là-bas, j'ai pu recevoir des femmes qui
étaient mal dans leur peau à cause de leur surpoids. Certaines pas acceptées dans la famille, d'autres pas dans la belle famille, d'autres problèmes avec le mari et tout ça. Alors je me suis dit, tiens, il faut faire quelque chose. Vu qu'en même temps j'étais en plein dans les comités d'organisation des Fashion Week concernant uniquement la mode. Alors je me suis dit, pourquoi pas, je vais le faire. Nous ne sommes pas là pour les encourager à grossir. Non, 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 elles le sont déjà et on les amène à s'accepter telles qu'elles sont. On va dire également qu'on a rencontré des minces qui ne s'acceptent pas. Bref, que tu sois ronde, que tu sois en forme, que tu sois mince, que tu sois n'importe comment, de t'accepter toi-même avant que ton entourage ne t'accepte. Au Cameroun, on ne fait pas ça. Elle a capté qu'on se vit dans la zone de l'ossa. Faut pas forcer, moteur, elle a fait son choix. Faut la laisser, t'as déjà mangé des bâches plus de 100 fois. Nico, j'ai tout essayé. Je l'ai emmené 4 fois manger au Wenge. C'est là que j'ai capté que tout était flingué. Moi je m'étais mis BG, mais elle parlait de son poulet DG. J'ai posé des tonnes de bouteilles au bambou. Elle m'a dit taille qu'il n'y a rien entre nous. Là je suis tuba, au Aka je suis tuba. Dis-moi juste d'où tu viens, je mettrai 100 balles pour sûreté une bassa. Moi j'habite pas si loin, t'as vu 2, 3 et 7 sur mon brassard. Oh j'ai tout essayé. Sois une Wando, sois une Barbie. 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 J'ai même fait croire que mon oncle était dit bango. La gola ne causait qu'au foufou gombo. Avant de la voir, j'ai dû supplier mon banquier. S'il vous plaît, ce soir c'est moi qui dois banquer. À un moment, j'ai même failli lui dire tantôt. Toi là, pardon, descends de mon lambeau. La go avait les fesses aussi solides que le pommier. Ah, pardon, laisse-moi tout payer, elle m'a promis. Dis-moi juste d'où tu viens, je mettrai 100 balles pour sûreté une bassa. Moi j'habite pas si loin, t'as vu 2, 3 et 7 sur mon brassard. Oh j'ai tout essayé. Sois une Wando, sois une Barbie. 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 The Wando, the Wando, Barbie. The Wando, the Wando, the Wando, Barbie. The Wando, the Wando, Barbie. Tout essayé. Dis-moi juste d'où tu viens, je mettrai 100 balles pour sûreté une bassa. Moi j'habite pas si loin, t'as vu 2, 3 et 7 sur mon brassard. Oh j'ai tout essayé. Sois une Wando, sois une Barbie. 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 Lire est le trésor le moins partagé au Cameroun. La communauté de lecteurs est en proportion négligeable au profit d'autres divertissements dits actifs. Il est plus facile pour les jeunes de se retrouver face à des jeux vidéo ou face à leur téléphone Android ou même encore ordinateur. La denrée lire, et même si elle reste abondante, cette denrée donc attire peu. Pour accroître les possibilités de lecture dans quelques espaces naissent majoritairement dans la capitale camerounaise. Il y a Yaoundé, ces espaces, à Douala et quelques autres grandes métropoles. Les 30 métropoles donc, en plus des espaces très connus de lecture comme l'Institut français avec sa bibliothèque, le centre culturel espagnol, les universités, écoles primaires et secondaires qui comptent quelques bibliothèques à jour et régulièrement fournies. Il faut dire que notre fouille nous a permis de dénicher un espace dédié à la littérature, spécifiquement anglo-saxonne. C'est bien à Yaoundé, le projet est porté par une fondation qui porte le nom de Smiling Foundation. Nous vous invitons donc à faire le voyage avec nous à la quête d'un lieu de science pacte connu de Yaoundé. Madame Ogon Pauline, merci de nous recevoir dans cet espace de lecture qui est tout récent.
Il s'agit d'un espace de lecture de Smiling Foundation qui était mis sur pied en février dernier. Oui, c'est bien cela. The Smiling Foundation Library a été mise en place en février 2019 au Palais des Sports de Yaoundé. L'initiative va d'où exactement? De quel constat? L'initiative va du constat que au Cameroun, les bibliothèques se font rares, surtout les bibliothèques de langue anglaise. Donc nous rappelons ici bien sûr que la bibliothèque est essentiellement en anglais. Donc tous les documents sont en anglais et elles concernent tous les publics, donc adultes, adolescents et jeunesse. Vous avez donc décidé, partant du constat qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de lecture, de mettre sur pied cet espace-ci depuis février. Maintenant, pour quel objectif vous mettez cette maison sur pied? Les objectifs visés sur 6 mois, sur 1 an? Le principal objectif est de promouvoir la lecture. Voilà. Pour tout le monde, promouvoir la lecture. Ce n'est pas une histoire d'argent, non. C'est d'abord de montrer l'importance du livre en Afrique, au Cameroun. Voilà. Donc c'est d'abord ça. Maintenant, sur 6 mois, nous espérons être, pourquoi pas, mieux connus qu'aujourd'hui. Voilà. Nous espérons être parmi les leaders au Cameroun en termes de bibliothèque, en termes de promotion du livre, en termes de promotion des animations culturelles qui tournent autour du livre. Depuis février, est-ce que vous sentez un engouement particulier, un public lecteur qui arrive un peu plus depuis ce mois où vous avez décidé d'ouvrir vos portes? J'avouerai que pour l'instant, c'est un peu timide pour l'instant, mais beaucoup de gens s'y intéressent bien sûr. Peut-être ce qui freine les gens pour l'instant, c'était le fait que la documentation soit en anglais. Voilà, mais sinon, beaucoup sont intéressés. Il y a de Smiling Foundation. Quel type de livre? Vous avez dit c'est tous les publics. Il y a des livres de quoi? Géographie, histoire. Il y a des histoires également. Oui, comme je disais, les livres sont pour tous les publics. Donc il y a plusieurs disciplines. Par exemple pour les adultes, histoire, géographie, droit, économie, psychologie, sociologie. Il y a plus de 16 disciplines pour les adultes. Il y a des romans aussi pour ceux qui aiment la littérature, ludique. Chez les enfants, il y a des bandes dessinées, il y a des histoires, des contes, ainsi de suite. Les adolescents aussi ont leur rayon, donc tant ludique que sur la culture générale. Ça veut dire qu'en termes de livres, il y a suffisamment d'approvisionnement, il y a suffisamment de textes pour ne pas ennuyer un public peut-être qui se serait abonné ici. Tout à fait. La bibliothèque compte plus de 5000 livres. Donc il y a vraiment pour tous les goûts, comme on dit. Pour tous les goûts, voilà. Il est difficile de s'ennuyer ici. Même les tout petits, ceux qui sont inscrits, s'ils ne veulent pas lire sur le coup, il y a des jouets pour eux. Il y a des jouets ludiques et éducatifs pour eux aussi. Voilà. Et comme je l'ai dit pour les tout petits, ceux qui ne savent pas encore lire, nous chargeons de leur faire la lecture. Et ils participent, bien sûr, ça permet d'éveiller aussi leur sens dans ce sens-là. Au-delà du livre, on peut voir quand même qu'il y a des machines, des ordinateurs. C'est pour quelle fin? C'est un espace multimédia qui sert aux recherches pour les abonnés. Voilà, parce que lorsqu'on est abonné, on a droit à du temps pour pouvoir aller sur Internet, faire des recherches, pour aller sur les réseaux sociaux aussi pour des gens qui sont quand même au-delà de 16 ans chez nous. Voilà. Et bien sûr, télécharger des livres, il y a des livres aussi en ligne que nous proposons. Maintenant, pour ceux qui souhaitent venir peut-être à cet espace de lecture, comment est-ce qu'ils vont faire? Il y a un abonnement et un acquittement particulier à faire avant de pouvoir avoir accès aux différents livres, aux différents rayons? Tout à fait, il y a un abonnement qui est demandé. Et c'est très simple. Pour les enfants de moins de 9 ans, par exemple, il faut se munir aussi d'une photocopie, donc d'une pièce d'identité. Pour ceux qui sont mineurs, c'est la photocopie de la pièce d'identité du parent et d'une demi-carte photo, tout simplement. Et les prochaines fois, il faudrait juste apporter sa carte d'abonné. Parce que c'est ça que c'est la demi-carte photo, voilà, faire sa carte d'abonné. Et voilà, c'est tout. Il y a certainement des heures bien précises pour pouvoir venir consulter les livres. Est-ce qu'il est aussi possible de consigner les livres? Oui, une fois abonné, on peut emprunter des livres. On peut emprunter 2 livres pour une durée de 2 semaines maximum. Bon, pour ceux qui lisent beaucoup, ils peuvent le faire tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on emprunte, on a un délai de 2 semaines pour pouvoir le faire. L'espace de lecture de Smiley Foundation, vous avez dit, c'est une initiative qui part d'abord de cet espace de lecture, mais qui envisage étendre ses racines un tout petit peu plus loin, peut-être dans d'autres pays africains, pourquoi pas dans d'autres villes camerounaises?
Tout à fait. Notre projet est de mettre en place 22 bibliothèques en Afrique. Voilà, dans l'Afrique en général. La prochaine sera au Nigeria. Très bientôt, on sera aussi au Nigeria. Si jamais il y a des demandes au Cameroun, par exemple, dans d'autres villes, nous comptons établir aussi d'autres bibliothèques, voilà, dans d'autres villes. Et pareil pour ici, si on se rend compte que les gens aimeraient que ce soit bilingue, nous allons nous appesantir dessus aussi pour rendre cette bibliothèque bilingue. Mais sinon, au tout début, nous voulions que, sous le constat qu'ailleurs, il n'y a pas assez de documents en anglais, dans d'autres bibliothèques, voilà, nous avons voulu vraiment cet espace soit uniquement en anglais. Mais vu que nous sommes là pour servir les populations, voilà, selon leurs besoins, nous allons essayer de nous arrimer à leurs attentes. À part la difficulté peut-être que le public pourrait présenter en ceci qu'il est essentiellement francophone, il y a forcément d'autres difficultés à pouvoir mener cette activité aujourd'hui. D'abord, pour ouvrir vos portes ici à Yaoundé, quelles ont été vos difficultés majeures? Je vais dire les finances, parce que ce n'est pas évident. Nous sommes une fondation. C'est vrai qu'il peut arriver que nous ayons des dons, des financements, c'est vrai, mais c'est pas facile. C'est surtout le problème des finances. Mais vu que nous avons vraiment l'amour de ce que nous faisons, voilà, on s'y met. Autre chose, il y a aussi peut-être la visibilité, aussi la communication. Il faudrait que la communication, elle est plus ardue ici. Il faudrait qu'on le fasse en permanence pour pouvoir être vu, pour qu'on sache qu'on est là et tout, voilà. Ce sont les seules difficultés, si je peux dire. Mais voilà, la communication se fait tous les jours, il y a les réseaux sociaux. Je vais dire que ce sont les finances beaucoup plus. Pour ceux qui nous écoutent et qui se posent la question de Smiling Foundation, c'est où exactement à Yaoundé? On peut dire que c'est où, s'il faut donner quelques points de référence. Oui, merci. The Smiling Foundation's Library se trouve au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Voilà, comme j'aime à le dire, en face de la salle VIP. C'est très facile, c'est la salle d'à côté. Donc, au palais des sports de Yaoundé se trouve la bibliothèque. Elle est nouvelle. Et même à la guérite, vous pouvez vous renseigner directement à la guérite. On va vous accompagner directement. Si des personnes veulent d'abord se rassurer en prenant peut-être un numéro de téléphone, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone disponibles pour directement joindre ceux qui travaillent ici? Tout à fait. Les deux numéros disponibles sont le 690 19 51 26 et le 675 35 32 68. Ce sont les deux numéros disponibles de la bibliothèque. Si on revenait sur les jours de lecture et les heures d'ouverture de cet espace. Oui, la bibliothèque est ouverte du mardi au public, du mardi au samedi, de 9h à 17h. Qu'est-ce qui devrait fondamentalement encourager les gens à venir ici, à prendre un abonnement, principalement pour cet espace de lecture et pas pour d'autres? Parce qu'il y en a forcément dans la capitale. Tout à fait. C'est vrai qu'il y en a. Nous ici, ce qu'on fait déjà, c'est quoi? C'est qu'on suit chaque abonné particulièrement. Nous avons par exemple des étudiants qui viennent. On les aide dans leur recherche documentaire, peut-être pour leur mémoire et autres. Voilà, on les suit. On a des documents en ligne que nous proposons, nos documents qu'on propose en ligne. Voilà. En ce moment, nous travaillons pour permettre aux abonnés de ne pas forcément venir ici pour emprunter un livre, mais de le faire directement de chez eux, par exemple. Sur Internet. Voilà, sur Internet. En ce moment, nous le faisons. On espère que ça va aller très vite. Voilà. Et en plus de cela, comme j'ai toujours dit, les livres en anglais sont les meilleurs. Voilà. C'est vrai que certains se plaignent du fait qu'ils n'ont pas une base et tout, mais comme je dis, avec un dictionnaire, on peut comprendre et avoir plus d'informations. Ça veut dire également qu'on peut venir peut-être apprendre l'anglais par ici ou pas du tout? on peut, vu que nous sommes nouveaux, ça c'est l'un de nos projets justement, faire des cours d'anglais ici. Mais comme je dis souvent, faire des cours d'anglais c'est bien beau, mais il faudrait d'abord commencer avec soi-même, c'est-à-dire se donner des aptitudes en nous. Ça veut dire quoi? Vous pouvez venir ici, vous prenez même un livre d'enfant, c'est-à-dire un livre dans lequel il y a le ABC, il y a des livres de phonétique là, vous vous asseyez simplement, vous prenez votre dictionnaire et vous apprenez. Maintenant, lorsqu'on va lancer les cours d'anglais, voilà, vous allez suivre le pas, mais vous ne serez plus vraiment, comme on dit, un analphabète en anglais. Et donc, cette fondation a pour ambition de vulgariser le livre ou la lecture. C'est une équipe de combien de personnes? C'est une forte mobilisation ou bien c'est quelques personnes qui travaillent derrière le projet? Derrière le projet, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas ici au Cameroun. Bon, au Cameroun, nous sommes 3. Donc, il y a la présidente,
la vice-présidente Fernande Onguéné et moi la bibliothécaire. Voilà. The Smiling Foundation est au Palais des Sports de Yaoundé. Absolument, il faut y venir parce qu'il y a tout type de livres qu'on peut retrouver et ça va permettre à ceux qui ont un amour particulier pour la lecture de pouvoir se délecter de ces lectures-là. Tout à fait, ça je vous le confirme. Il y a, voilà, comme je disais, il y a plusieurs disciplines, c'est pas seulement des romans, c'est pas seulement ludique, il y a plusieurs disciplines, donc peu importe le statut que l'on a, on peut trouver son compte ici. Madame, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques questions du point littéraire et artistique sur Royal FM. C'est moi qui vous remercie. Quelques derniers mots à retenir. La lecture, c'est bon pour la culture générale et donc il est possible d'apprendre en lisant. Il est possible également de se divertir en lisant. Messieurs et dames, dans 3 minutes, il sera 23h. L'heure est venue pour nous de vous dire au revoir. Merci d'avoir écouté le point littéraire et artistique depuis 21h. Merci à Valentin Atebabin qui était l'auteur invité de la première heure. Merci également aux autres personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. Il y avait donc Romia Lekoumé à la mise en onde ce soir également au cadrage vidéo. Il y avait donc Cyril Niem à la régie d'antenne, coordination centrale Roger Kiek-Lekiki, supervision générale Emmanuel Noël Bissaï, Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom. On se retrouve mardi prochain lorsqu'il sera 21h pour le direct. Bonne nuit à vous.